j'espère que vous allez bien. Grosse série d'informations concernant le Paris Saint-Germain. Il y a des informations très croustillantes. Pour ne plus rien manquer, like, partage, abonnement surtout. Let's go! Déjà, on va débuter avec cette information. Ce 8 mai, Luis Enrique, l'homme du Paris Saint-Germain, le meilleur entraîneur du monde actuellement, a fêté son anniversaire. Et je tenais à lui souhaiter un joyeux anniversaire, beaucoup de bien. Et surtout, je nous souhaite la deuxième LDC. Ensuite, on va enchaîner avec une stat de William Pacho. Les gars, cette stat, elle est effrayante pour un défenseur. Il n'a écopé que d'un carton, les gars, lors de ses 42 derniers matchs officiels avec le PSG, soit depuis le 13 août 2025. Quelle prestation XXL il nous a livré encore face au Bayern Munich. Ce mec-là, c'est un monstre, les gars. À l'approche de la finale de Ligue des Champions, Arteta est très confiant. Il a affirmé « Nous savons de quoi ils sont capables, mais nous sommes également très confiants. Le moment venu, nous ferons ce qu'il faut. » Un rappel important concernant cette finale, on ne la regardera pas à 21h comme d'habitude. Elle sera diffusée à 18h. Et comme si ça ne suffisait pas comme bonne nouvelle déjà de jouer cette deuxième finale de LDC d'affilée, Luis Enrique est tout proche de prolonger au Paris Saint-Germain une prolongation de contrat de 4 ans. Est en bonne voie. Et donc voici le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, maillot de la saison prochaine. Et c'est avec ce maillot que le Paris Saint-Germain va jouer face à Brest. Selon le média Plétigo, le Barça suit de très près la situation de Bradley Barcola. Le club catalan le voit comme un profil idéal en raison de sa vitesse, de sa capacité à dribbler et de sa menace dans les duels en 1 contre 1 sur les ailes. Et les gars, le compte officiel du Borussia Dortmund a publié ça. La dernière équipe à éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, et ben c'est eux. Parce que après cette élimination, le Paris Saint-Germain n'est plus jamais sorti de cette Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui, les gars. Et ce qui me fait un peu peur, les gars, le Paris Saint-Germain peut manquer de rythme avant d'affronter Arsenal parce qu'on aura 2 semaines sans match. Mais bon, je sais que Luis Enrique va gérer. Pendant que les haters du Paris Saint-Germain continuent de nous expliquer que le match a été volé alors que l'arbitrage de ce même arbitre a été salué par l'ensemble du monde du football, l'Europe du football est plutôt intéressée à l'idée de comment Vincent Kompany a réussi à se faire dominer par Luis Enrique dans son propre stade. Entre le fait qu'il ait évidemment utilisé Fabien Ruiz pour quadriller Michael Olise et permettre à Nuno Mendes de pas se retrouver en 1 contre 1 contre lui, les dégagements de Matvei Safonov qui était évidemment un plan calculé de Luis Enrique, demandant au gardien russe d'envoyer exprès le ballon en touche côté gauche afin de surcharger la zone d'action de Michael Olise, permettant de ne jamais laisser à Michael Olise le temps de prendre de la vitesse et d'avoir des espaces, et surtout au Paris Saint-Germain et à Fabien Ruiz justement de pouvoir se replacer afin de mieux le quadriller. Également, mais ça c'était prévisible, on l'avait vu dès le match aller, Luis Enrique a évidemment ciblé Jonathan Tah et ses lacunes techniques et tactiques. Si le défenseur central allemand est très fort en 1 contre 1, il est malheureusement très lent et a énormément de mal à se situer lorsque l'attaquant est très loin de lui, ce qui fait que la tactique de Luis Enrique était de justement le laisser complètement flou au niveau du marquage, faisant que le défenseur était littéralement perdu, qui a permis au Paris Saint-Germain de pouvoir avoir autant d'occasions, et que en réalité, si Manuel Neuer à 40 ans n'était pas Manuel Neuer, c'est-à-dire le plus grand gardien de l'histoire, eh bien le Paris Saint-Germain aurait pu infliger une véritable correction à cette équipe du Bayern Munich, avant que, surtout à cause de la fatigue, le Paris Saint-Germain ne relâche son étau et permette au Bayern de pouvoir avoir des occasions en fin de match. C'est une véritable masterclass tactique que Luis Enrique nous a encore offert sur cette demi-finale de Ligue des Champions. Vincent Kompany avant le match avait expliqué qu'il s'attendait à un match retour exactement sur le même rythme que le match aller. Et bien Luis Enrique lui a fait comprendre que même à l'Allianz Arena, c'était lui qui allait décider comment le match allait se dérouler. L'entraîneur espagnol qui fête aujourd'hui ses 56 ans va donc retrouver la finale de la Ligue des Champions. Et pour rappel, depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à l'été 2023, il n'y a qu'un seul match que le Paris Saint-Germain n'a pas disputé dans cette compétition, eh bien c'était la finale de 2024 où le Paris Saint-Germain avait été éliminé par un Borussia Dortmund extrêmement chanceux de voir le PSG taper 7 fois les poteaux en 2 matchs, ce qui malheureusement donc l'empêche d'avoir une stat complètement folle, celle d'avoir joué tous les matchs de la Ligue des Champions depuis sa signature au PSG. Depuis qu'il est Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a pris une autre dimension, mais ça c'était uniquement pour les gens qui ne regardaient pas l'entièreté des matchs du Paris Saint-Germain. Supporter du PSG, nous le savions déjà, Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du club, et pas depuis 2024 ou 2025, déjà depuis 2023. C'était le joueur qui faisait le plus de différence lorsqu'il était sur le côté droit, et son duo avec Achraf Hakimi était tout simplement ce qui permettait au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la plupart de ses victoires. Mais évidemment, à ce moment-là, il y avait un joueur qui aspirait tous les ballons et qui concluait
observait les actions que faisaient Hakimi et Ousmane Dembélé, et donc toute la lumière était sur lui. Sauf qu'aujourd'hui, la lumière, elle est sur Ousmane Dembélé. C'est également le leader du Paris Saint-Germain, que ce soit en termes de statistiques, mais aussi et surtout mental de cette équipe. Quand on voit à quel point Ousmane Dembélé est un joueur impliqué au PSG, que ce soit quand il est sur le terrain ou même lorsqu'il est sur le banc, on comprend aisément pourquoi Luis Enrique a décidé d'en faire l'un de ses leaders. L'attitude du Ballon d'Or a été saluée par l'ensemble de l'Europe lorsqu'il est sorti à la 65e minute de jeu face au Bayern Munich. Gareth Bale a expliqué que quand il a vu Luis Enrique le sortir, il a été surpris, mais que la réaction du joueur avec son entraîneur est exemplaire. Il a ensuite encouragé ses partenaires et a continué à mettre la pression sur les Allemands. C'est pour cette raison qu'il brille sous les ordres de Luis Enrique. Il a totalement adhéré au système de son entraîneur. Il défend, il presse, il fait passer l'équipe et le collectif avant sa propre personne. C'est une véritable star parce qu'il est bon au football, mais pas parce qu'il a un ego surdimensionné. Et c'est exactement le même constat qu'a fait Toni Kroos lorsqu'il parle de Dembélé. Ce qu'a fait Ousmane Dembélé en sortant à la 65e minute de jeu, ce n'est pas ce que 90% des joueurs qui se prennent pour des stars feraient au moment de leur sortie. Il quitte le terrain, il serre la main de son entraîneur et il s'assoit sur le banc pour encourager ses coéquipiers. Quand vous regardez Dembélé sur le banc et qu'il continue à encourager ses partenaires et leur transmettre son énergie, comment n'avez-vous pas envie de continuer à vous dépasser et à vous battre, ne serait-ce que pour lui? Si tactiquement on a déjà expliqué en long, en large et en travers comment le Paris Saint-Germain a battu cette équipe du Bayern Munich, la mentalité affichée par Ousmane Dembélé sur ces demi-finales a encore une fois marqué les esprits. Il est le joueur parmi tous ceux au Paris Saint-Germain qui incarne à la perfection le football prôné par Luis Enrique, et dire que leur relation avait très mal commencé au départ et qu'ils s'étaient embrouillés pour aujourd'hui au final œuvrer ensemble pour placer le Paris Saint-Germain sur le toit du monde. Il y a 11 ans, Roland Courbis nous expliquait que ce joueur avait le potentiel d'être un Ballon d'Or, potentiellement un meilleur talent français que Zinedine Zidane. Pour rappel, Roland Courbis a entraîné les deux lorsqu'ils avaient le même âge. Paix à ton âme, Roland, je suis convaincu que de là où tu es, tu dois complètement te régaler de voir ce qu'est en train de devenir Ousmane. Cette vidéo va évoquer Kylian Mbappé, mais il ne sera pas le sujet principal de la vidéo. Et je suis obligé de commencer par cette introduction parce qu'on a l'impression que certains vous n'êtes pas là à l'école et que vous ne savez pas faire la différence entre une introduction et le sujet d'une vidéo. L'introduction de cette vidéo, c'est donc que Kylian Mbappé a saboté le Paris Saint-Germain lorsqu'il y jouait. Et le sujet de la vidéo, c'est que son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino, l'a complètement laissé faire. Si vous étiez trop occupé hier à suivre l'épisode du Skibidi Tanta Foot que nous a offert le Real Madrid, entre les joueurs qui sont envoyés à l'hôpital et qui en perdent la mémoire, ceux qui se confient à Aquababe ou encore ceux qui se tirent les cheveux à l'entraînement, vous avez sûrement loupé l'interview très intéressante qu'a donné Mauricio Pochettino dans un podcast avec Roy Keane, dans lequel l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain explique ce qui a merdé. Cette fois-ci, ça ne peut pas être contesté par les fans de Mbappé, c'est l'entraîneur lui-même qui le révèle. Lorsque Messi est arrivé au club, il voulait jouer beaucoup plus lentement, et en vérité c'était logique quand tu voyais les caractéristiques des joueurs qui composaient l'équipe à l'époque, que ce soit avec Bernat, Marquinhos, Marco Verratti, Ander Herrera, ou encore évidemment en attaque Julian Draxler, Di Maria, Icardi et même Neymar lorsqu'il jouait. Si tu rajoutes Lionel Messi à cette équipe, forcément il faut poser un jeu beaucoup plus lent, un jeu de possession qui va permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir jouer sur les caractéristiques techniques de ses joueurs plutôt que sur un jeu athlétique basé sur de la transition. Le problème, c'est qu'il y a un joueur dans cette équipe qui ne voulait pas jouer de cette façon, et c'était Kylian Mbappé. Lui voulait des espaces pour pouvoir avoir un jeu plus rapide et beaucoup plus direct, un jeu basé sur ses qualités de contre-attaquant. Il ne l'a pas seulement fait savoir au groupe et à son entraîneur, mais il l'a également fait savoir à sa direction, qui a fini par trancher. Kylian Mbappé a expliqué qu'il n'avait pas de temps à perdre sur le terrain de voir l'équipe poser le ballon et de jouer de façon beaucoup plus posée, et qu'il fallait absolument jouer beaucoup plus rapidement. Ça vous montre ce qu'on vous a toujours dit sur Kylian Mbappé, sur sa façon de se comporter avec ses partenaires. Ça vous montre à quel point Mauricio Pochettino est l'un des pires entraîneurs jamais passés par le Paris Saint-Germain, parce que donc ce n'est pas lui qui faisait la tactique, c'était les joueurs. Quand je vous disais la dernière fois que je comprends même pas comment Florentino Pérez a pu ne serait-ce qu'imaginer ce mec à la tête du Real Madrid, quand on voit à quel point en ce moment le club est en feu, donner le club à Mauricio Pochettino, ce serait juste nous faire rigoler encore plus. Quand on voit également les caractéristiques des joueurs de l'équipe de France qui commencent là de plus en plus à devenir des joueurs de possession, elle risque d'être très drôle cette Coupe du Monde. En tout cas, béni soient les dieux que Mauricio Pochettino ne soit plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et surtout qu'à jamais il reste le plus loin possible du club.
Que le Paris Saint-Germain va sûrement faire un back-to-back historique en se qualifiant pour une deuxième finale de Ligue des Champions de suite, le vestiaire du Real Madrid est en train, lui, de se transformer en véritable psychodrame, car c'est désormais officiel, Kylian Mbappé et ses apôtres sont en train d'essayer de prendre le pouvoir. Ces derniers temps, le vestiaire a publiquement affiché son soutien à Vinicius devant l'attaquant de l'équipe de France. Et bien aujourd'hui, Kylian Mbappé a décidé de défier en duel Vinicius Junior. S'il n'y a pas eu d'échange de mains, il y a eu des cris et des insultes entre les deux joueurs. On nous apprend également que Rudiger et Carreras sont venus aux mains également. Mais enfin, et évidemment, ce qui a fait le plus parler à Valdebebas aujourd'hui, c'est le véritable combat qu'il y a eu entre Aurélien Tchouaméni et son coéquipier Valverde. Hier, une demi-bagarre avait déjà éclaté entre les deux milieux de terrain du Real. Federico Valverde s'est approché d'Aurélien Tchouaméni et l'a accusé d'avoir révélé le combat qui s'était déroulé hier à la presse. Allégation qu'a nié le milieu de terrain de l'équipe de France. Et sous l'insistance du milieu de terrain uruguayen, eh bien, Tchouaméni a explosé et l'a frappé au visage. Valverde est alors tombé et s'est fendu le crâne. Il est alors tombé dans un état d'inconscient et a été évacué sur un fauteuil roulant. L'Uruguayen a été transporté d'urgence à l'hôpital et depuis il aurait des trous de mémoire. Il devrait donc logiquement être forfait pour le Classico, tout comme Aurélien Tchouaméni également. Lorsque le diable et son apôtre sont sortis de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, eh bien ils étaient tous les deux hilars et tout sourire après leur méfait. En tout cas, évidemment, la situation ne pourra pas continuer ainsi. Le Real Madrid devrait prendre des mesures drastiques contre les joueurs qui ont participé à toutes ces bagarres ces derniers jours. Et il devrait évidemment y avoir énormément de mouvements cet été du côté du Real. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis l'arrivée d'un certain joueur, le vestiaire du Real, qui était autrefois comparé à un vestiaire shonen, tant le pouvoir de l'amitié semblait régner au-dessus de cette équipe, a littéralement explosé. Vous pensiez que la saison de l'Olympique de Marseille était chaotique et qu'il ne pouvait pas faire pire? Eh bien, sachez que vous vous trompiez. Parti en mise au vert avant son match de ce week-end, ça a tout simplement été chaotique entre le staff d'David Bay et les joueurs. Les joueurs de l'OM emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang ont foutu le bordel pour la dernière nuit à la commanderie. Lors de cette mise au vert, les membres du staff ont senti que plusieurs joueurs les avaient également lâchés et que l'électrochoc voulu par David Bay n'a absolument pas fonctionné. Et pire encore, l'attaquant star de l'équipe, l'ordure Mason Greenwood, est devenu insupportable au sein de l'Olympique de Marseille. Sur et en dehors du terrain, l'ailier anglais a fini par couper les ponts avec les staffs successifs et avec la direction sportive. Il a encore été à l'origine d'un entraînement interrompu cette semaine par David Bay après un numéro de soliste qui ne répondait pas aux consignes demandées par l'entraîneur. Et ce n'est pas le premier acte déplacé du joueur depuis cette saison. Il a commandé plusieurs fois de la nourriture au centre d'entraînement alors que les vigiles avaient pour consigne de ne laisser personne rentrer. Il refuse d'aller au cours de français, laissant évidemment comprendre qu'il va se barrer d'ici la fin de la saison. Il a complètement zappé certains rendez-vous qu'il avait avec le président ou le directeur sportif sans donner d'explication. Et il a également boudé une opération marketing avec l'équipementier du club, s'attirant évidemment les foudres de Mehdi Benassia. Les dirigeants sont aujourd'hui donc fatigués de l'attitude de leurs joueurs. Ils se sentent aujourd'hui donc complètement trahis et utilisés par l'anglais, ce qui est un euphémisme quand tu recrutes une ordure, de te rendre compte que finalement elle se comporte comme telle. En tout cas, avec tout ce marasme, David Bay lui continue de dire qu'il ne démissionnera pas du club et qu'il compte bien aller au bout de son contrat avec l'Olympique de Marseille. Mais avec tout ça là, malheureusement pour le coach sénégalais, on ne voit malheureusement pas comment il pourrait bien passer l'été. J'y crois pas, il y avait une tactique cachée et on vient seulement de l'apprendre. Parce que le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après un match extrêmement intense face au Bayern. Mais surtout, un match très tactique. Et le plus fou dans tout ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre sur Ousmane Dembélé et son rôle. Parce que Luis Enrique lui avait donné une mission très spéciale. Annihiler l'influence de Pavlovic. Et quand tu repenses au match, tu comprends tout. Dembélé a passé son temps à courir, presser, fermer les espaces et dépenser une énergie monstrueuse. Mais le plus fort, c'est que tout était prévu à l'avance. Luis Enrique savait déjà que ce rôle allait lui demander énormément d'efforts. Le plan était donc simple. Dembélé devait tout donner jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Et à partir de là, remplacement immédiat. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et encore une fois, c'est là que tu vois la différence entre Luis Enrique et les autres. Luis Enrique, sa tactique et les autres. Parce qu'aujourd'hui, et ça fait bien longtemps, le Paris Saint-Germain ne gagne plus que grâce au talent. Il gagne aussi grâce à la tactique. Notamment celle de Luis Enrique. Et avec un coach qui est capable de préparer des matchs comme ça, on peut rêver grand, très grand. Waouh, mais waouh les gars, quand je regarde le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, on peut que dire waouh. Mais regardez ça les gars, pour rappel, pour ceux qui s'en souviennent, à chaque tour, ça venait me dire quoi? Oui, le Paris Saint-Germain va être éliminé, le Paris Saint-Germain va sortir. Eh bah regardez ça les gars, ça c'est légendaire, ça c'est du parcours. Forcément les gars, quand le tirage au sort avait eu lieu, on savait qu'il y a un côté qui était beaucoup plus compétitif que l'autre. Regardez le côté du Paris Saint-Germain, regardez le côté d'Arsenal. Les gars, pour rappel, Arsenal, le parcours c'est Bayer Leverkusen en 8e, le Sporting en quart de finale, Atlético Madrid en demi-finale et en finale le Paris Saint-Germain. Non les gars, admirez ça, regardez ce parcours légendaire.
Le Paris Saint-Germain, PSG Chelsea en huitième de finale, PSG Liverpool en quart de finale, PSG Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, pour ensuite arriver face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Mais quel parcours! Forcément, au jour d'aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Personne qui voyait le Paris Saint-Germain éliminé à chaque tour. On fait comment, les gars? Non mais sérieusement, quelle fierté d'être parisien! Quelle fierté de supporter cette équipe, les gars! Le Paris Saint-Germain! Mais on est en train d'écrire l'histoire. On est en train de réaliser quelque chose, les gars, je sais même pas si on s'en rend compte. Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, les gars! Et venez pas me dire que c'est pas mérité. C'est entièrement mérité. On a des joueurs qui se donnent à fond. Un vrai collectif. Une équipe qui donne tout. Et qui avance ensemble avec un coach qui maîtrise tout parfaitement. Donc forcément, le mérite au Paris Saint-Germain est exceptionnel. Les gars, fiers d'être parisiens. Ici Paris et Parisiens ou rien. Forcément, les gars, rien n'est fait. Il reste un match, une finale face à Arsenal, une très très grande équipe d'Arsenal. Mais forcément, il n'y a pas le droit à l'erreur. On va aller chercher cette deuxième Ligue des Champions. On est ensemble. Franchement, les gars, faut en parler de Gvicha Kvaratskhelia, notre numéro 7 du Paris Saint-Germain. Parce que cette saison, il est en train de réaliser une saison légendaire, une saison historique. Et au jour d'aujourd'hui, franchement, je peux vous le dire avec certitude. Oui, Gvicha Kvaratskhelia ne joue pas la Coupe du Monde. Mais sinon, qu'est-ce qui l'aura empêché de remporter le Ballon d'Or? Les gars, il a tout ce qu'il faut. Il est technique, il a la finition, revient défendre, il fait tous les efforts possibles. Il a l'aspect d'un champion, les gars. Faut dire les termes. Quand tu vois ce record que Gvicha Kvaratskhelia vient de battre, historique, les gars, vous ne rêvez pas. Gvicha Kvaratskhelia devient le premier joueur de l'histoire à être décisif sur 7 matchs de suite en phase finale de Ligue des Champions sur une saison. Et oui, les gars, vous ne rêvez pas. Le record historique de Kvaratskhelia, c'est historique. Et ce joueur, de match en match, il monte encore plus son niveau et il nous fait encore plus vibrer. Regardez ça, les gars, pour rappel, cette saison Kvaratskhelia, passeur décisif face au Bayern durant ce match retour, double buteur au match aller face au Bayern Munich, une nouvelle fois passeur décisif lors de ce match retour face à Liverpool, buteur au match aller face à Liverpool, buteur au match retour face à Chelsea, double buteur une nouvelle fois face à Chelsea au match aller, et pour terminer, buteur face à Monaco au match retour. Et les gars, forcément, je vais vous reposer la question. Qu'est-ce qui l'empêche d'être Ballon d'Or? Rien du tout, les gars. C'est le cas de le dire. Je me répète, les gars. Mais Gvicha Kvaratskhelia est un potentiel gagnant du Ballon d'Or. Malheureusement, c'est l'année de Coupe du Monde. Mais s'il n'y aurait pas la Coupe du Monde, croyez-moi, qui serait l'un des favoris pour le remporter? On est ensemble, Gvicha. Ici Paris et Parisien ou rien. Franchement, ce qu'il réalise depuis son arrivée au Paris Saint-Germain est impressionnant. C'est incroyable. Le meilleur recrue du Paris Saint-Germain. Cette demi-finale retour face au Bayern Munich, je pense qu'on a été nombreux, y compris moi-même, les gars, à se poser la question. Pourquoi Matvei Safonov, à chaque fois qu'il faisait un 6 mètres, il mettait toujours le ballon en touche, et notamment du côté gauche? Et bah les gars, vous savez quoi? J'ai la réponse pour vous. Regardez ça. Les dégagements en touche de Safonov. Une tactique pensée. Lors du nul à Munich, Matvei Safonov a multiplié les ballons en touche pour éviter tout risque de relance dans l'axe. Zone où Harry Kane régnait en maître. Et ouais les gars, regardez ça. En visant systématiquement l'aile gauche, le gardien parisien a permis au PSG de faire remonter son bloc et de déclencher un pressing immédiat pour les remises en jeu bavaroises. Et les gars, si c'est pas un coup de génie ça, si c'est pas un coup de Luis Enrique, prouve encore une nouvelle fois à quel point le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, c'est un génie les gars. Il sait gérer sa tactique. Mais comment tu peux réfléchir et aller trouver ça les gars? Lancer les ballons en touche, permettre au jeu parisien de remonter son bloc et déclencher un pressing immédiat. Mais je crois qu'on se rend pas compte du truc les gars. Mais c'est exceptionnel. Ouais les gars, franchement ce coach il m'impressionne de match en match. Et je me dis mais heureusement qu'on a ramené Luis Enrique au Paris Saint-Germain. C'est la meilleure des choses qui nous est arrivée les gars. Franchement même là je vois ça les gars, je me dis mais waouh. Waouh. Incroyable Lucho. Franchement une tactique exceptionnelle et qui s'est avérée payante. Puis au final, le Paris Saint-Germain est qualifié pour cette finale de la Ligue des Champions.